Donc, mes chers collègues, nous allons continuer nos auditions. Nous recevons Monsieur Michel Lusseau, président du Conseil supérieur des programmes. Comme le bureau de la commission d'enquête l'a décidé, cette audition est captée et diffusée en direct sur le site internet du Sénat. Et elle fera également l'objet d'un compte-rendu publié dans le recueil des travaux de commission, accessible en version papier et sur le site internet du Sénat. Titulaire d'un doctorat en géographie, professeur dans cette discipline, vous avez présidé l'université Rabelais de Tours, puis le pôle de recherche et d'enseignement supérieur de Lyon. Depuis 2012, vous dirigez l'Institut français de l'éducation, qui dépend de l'École normale supérieure de Lyon. En remplacement de M. Alain Boissineau, démissionnaire, vous avez été nommé à l'automne dernier président du Conseil supérieur des programmes. Créé par la loi du 8 juillet 2013 de refondation de l'école de la République, le Conseil supérieur des programmes est une instance chargée de formuler, en toute indépendance, des propositions sur la conception générale et les contenus des enseignements scolaires. Il comprend notamment 3 sénateurs, nos collègues Marie-Christine Blandin, Jacques Legendre et Jacques-Bernard Magnier, qui sont du reste tous les 3 membres de notre commission d'enquête. Le Conseil a déjà présenté ses projets de socle commun de connaissances, de compétences et de culture, de programmes de maternelle ainsi que d'enseignement moral et civique, ce dernier ayant fait l'objet d'une consultation qui s'est achevée le 30 janvier dernier. La Commission a souhaité vous entendre pour recueillir votre analyse des difficultés rencontrées par l'école dans la transmission des valeurs de la République. Vous pourrez sans doute éclairer nos travaux sur les solutions à mettre en œuvre pour rétablir l'école dans sa mission d'intégration et de formation des futurs citoyens. Avant de vous passer la parole, le formalisme des commissions d'enquête me conduit à vous demander de prêter serment. Je suis également tenue de vous indiquer que tout faux témoignage devant notre commission serait passible des peines prévues aux articles 434-13 à 434-15 du Code pénal. En conséquence, monsieur, je vous invite à prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que et levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Je vous remercie. Donc, selon l'usage habituel, je vous propose de nous faire part de vos observations durant une dizaine de minutes, après quoi notre rapporteur Jacques Grosperrin et les membres de la commission qui le souhaitent pourront vous poser leurs questions. Je vous remercie. Allez-y. Madame la Présidente, merci de cette invitation. Merci, Mesdames et Messieurs les sénateurs, de me permettre de m'exprimer devant cette commission qui connaît bien le Conseil supérieur des programmes, non seulement parce que vous avez déjà auditionné son premier président, mais aussi, comme vous l'avez fait remarquer, non pas d'ailleurs 3, mais 4 sénateurs ont connu ou ont eu à connaître ou connaissent le CSP, puisque Jacques Legendre est désormais a été désormais remplacé par votre rapporteur, Jacques Grosperrin, qui est membre désormais du CSP avec Marie-Christine Blandin et le sénateur Magnier. Je ne reviendrai donc pas dans cette présentation liminaire sur ce qu'est le CSP et quelles sont ses missions. Vous l'avez évoqué et nous pourrons éventuellement y revenir lors de la période de questions si vous le jugez utile. Mais j'essaierai de prendre véritablement à bras-le-corps le thème de cette commission d'enquête et je vais essayer de vous montrer comment le Conseil supérieur des programmes a tenté de répondre à sa manière à cette question de la relation entre l'école et les valeurs qu'elle doit, peut, devrait, pourrait, saurait ou ne sait pas transmettre. Avant cela, peut-être quelques idées très générales, mais qui sont utiles, me semble-t-il, à être rappelées. L'école française, comme toutes les écoles, comme tous les systèmes scolaires au monde, est mise sous tension par l'évolution très importante des sociétés contemporaines. Je crois qu'il faut le rappeler, et il faut d'ailleurs aussi rappeler quelque chose qui nous incite, nous, au CSP, à être extrêmement prudents, en même temps que volontaires dans nos missions, mais prudents pour la raison que je vais rappeler, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de système scolaire parfait. L'école idéale n'existe que dans la tête et dans les écrits de certains. Il n'existe pas de système scolaire parfait. Il n'existe pas non plus de solution simple qui puisse être appliquée à une école, surtout lorsqu'il s'agit d'une école de vaste ambition et de vaste spectre comme celle de la République française. Il n'existe pas de solution simple qui puisse donner immédiatement des résultats escomptés de façon linéaire. C'est bien la difficulté d'ailleurs de l'action sur l'école, c'est que l'école n'est jamais parfaite et que de surcroît, par la complexité même de ce qu'elle a à faire,
transmettre des connaissances, des savoirs, des compétences, etc. Nous y reviendrons sans doute. Par la complexité même de ce qu'elle a à faire, elle est souvent rétive à la simplification. C'est quelque chose qui est d'autant plus difficile que, par ailleurs, dans le débat public, si je puis dire, ou le débat médiatique qui souvent s'empare de la question scolaire, on est rarement confronté à des personnes qui justement reconnaissent spontanément cette complexité. Et moi, je suis plutôt frappé des discours de simplification, souvent d'ailleurs des discours binaires qui ne répondent en général pas à ce que nous cherchons à produire lorsque nous essayons d'analyser l'école, c'est-à-dire une bonne objectivation de ce qu'est l'école et une bonne mise en perspective de ce qu'elle pourrait devenir, mais des discours binaires qui sont souvent trop simplificateurs pour pouvoir véritablement correspondre à des choses que l'on peut ensuite observer. Nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir. Par exemple, je me suis toujours élevé contre l'opposition qui est faite entre pédagogues et républicains, qui pour moi est une opposition factice, qui ne repose sur pas grand-chose de concret en termes d'observation de ce qui se passe dans les écoles, et depuis d'ailleurs longtemps, puisque une des caractéristiques de l'école française, et c'est une caractéristique sur laquelle on ne revient pas suffisamment, c'est que c'est une école ancienne, dont nous avons oublié assez souvent les péripéties historiques, et nous avons souvent d'ailleurs naturalisé le rapport de l'école et de la République, alors même que l'histoire nous montre que la naissance de l'école républicaine s'est faite dans un contexte très particulier, très disputé, que l'école de République n'a pas été acceptée tout de suite, elle a été même très combattue, et pendant, encore une fois, longtemps. Et nous avons un peu omis de nous rappeler de cela. Et nous avons d'ailleurs oublié aussi de rappeler que lorsque l'école de République a été fondée par Jules Ferry et surtout Ferdinand Buisson, elle a été fondée contre une autre école, c'est-à-dire contre l'école religieuse, et dans une perspective qui était évidemment très, très particulière. Je pense qu'il est toujours utile de commencer par ce type de rappel. Nous pourrions y rester bien plus longtemps, mais c'est un point qui me paraissait important. Donc l'école est mise sous tension par l'évolution de la société. Et une évolution de la société qui est extrêmement puissante, à tel point que certains analystes ont pu parler d'une troisième révolution anthropologique après la révolution néolithique et la révolution industrielle. Nous serions aujourd'hui confrontés à une troisième grande mutation des sociétés contemporaines, une mutation anthropologique au sens où l'organisation des sociétés et les modes de vie changent. Et vous êtes, en tant qu'élu, d'ailleurs, aux premières loges, si je puis dire, pour constater cette évolution et ses effets sur les attentes des individus, sur leurs pratiques, sur leur rapport aux institutions, mais aussi, nous le savons aujourd'hui, sur leur rapport au savoir, et j'allais même dire sur leur rapport à la vérité, qui est une relation aujourd'hui problématique. Les élèves d'aujourd'hui et leurs parents n'ont pas la même relation au savoir, à la rationalité, à la vérité, que peut-être les élèves et les parents d'il y a 2 ou 3 générations. Et c'est quelque chose que tout enseignant j'allais dire, à tenir en compte s'il veut pouvoir enseigner. Donc cette mise sous tension de l'école, elle est très puissante en France parce que nous avons un système qui est très lié dans l'imaginaire et dans les faits d'ailleurs à la mise en place de la République française, mais aussi de cette phase que nous avons ouverte après 1945 de la République française, qui est cette phase de démocratie sociale. Et elle est très, j'allais dire, concernée par cette évolution de la société, parce que finalement, cette évolution de la société, elle provoque dans l'école française, depuis maintenant plusieurs décennies, et pas simplement depuis quelques semaines ou quelques années, depuis plusieurs décennies, elle provoque en fait une réflexion qui n'a pas terminé, une réflexion qui met en tension, en dialectique, si je puis dire, une conception ancienne de l'école, qui a été celle de l'école de la République, c'est-à-dire une conception relativement élitiste de l'école, où la réussite de quelques élèves, n'oublions pas que l'école jusqu'aux années 60-70 scolarisait en lycée finalement très peu d'une classe d'âge, très peu, où la réussite de quelques élèves était accompagnée par un niveau relativement homogène de formation convenable pour la grande majorité des élèves qui sortaient du système assez tôt, certificat d'études, puis ensuite d'autres niveaux. Donc on avait une sorte de système un peu duel, mais qui était complètement intégré, si je puis dire, dans le fonctionnement de la société et même dans l'idéal républicain, parce qu'il paraissait naturel que l'école serve ce bon niveau initial et en même temps permettent à quelques individus de réussir brillamment et de devenir les cadres de la société française
dont la société avait besoin pour se développer. Nous sommes passés en quelques décennies de ce modèle-là à une interrogation sur qu'est-ce que ça pourrait être que de créer une école démocratique. La démocratisation scolaire, permettez-moi de le dire de manière peut-être un peu rapide, la démocratisation scolaire est un processus qui en France n'est pas achevé, qui pose toujours des questions. Preuve en est, c'est que nous fêtons cette année l'anniversaire de la mise en place du collège unique par la réforme Abi, et 40 ans après, il y a toujours débat. Il y a toujours débat. C'est donc bien que quelque chose n'est pas complètement achevé, et c'est un point qui, évidemment, au CSP, nous préoccupe, parce que c'est au cœur, nous semble-t-il, de notre mission. Notre mission, vous l'avez dit, elle est liée à la loi refondation de l'école de la République. Il s'agit de penser qu'on peut parachever la démocratisation du système scolaire, puisque cette loi se donne comme objectif cela, très explicitement, son emphase sur les questions d'égalité est tout à fait nette, emphase sans péjoration, sur les questions d'égalité tout à fait nette. Donc elle veut parachever la démocratisation, une démocratisation qu'on ressent comme un processus problématique et justement inachevé, et elle veut le faire à travers toute une série de réformes dont je ne parlerai pas, mais aussi à travers une nouvelle manière de concevoir les contenus à enseigner. Et une nouvelle manière de les produire, de les inventer. Et ensuite, une nouvelle manière, évidemment, de les enseigner. C'est donc ce que j'appelle la refondation par les contenus et par les formes d'apprentissage. Et le cœur du métier, si je puis dire, du CSP, c'est d'être l'acteur premier de cette refondation par le contenu et par la réflexion sur les processus d'apprentissage. Dans ce cadre, nous avons abordé de front la question des valeurs républicaine, puisque pour nous, l'école n'est pas simplement un système ou une organisation. L'école est aussi une institution. Et pour certains, peut-être surtout une institution, pour d'autres, plutôt une organisation et aussi une institution. Il y a encore un vrai débat là-dessus, mais pour nous, il est clair que l'école est une institution. Donc l'institution, elle est fondée sur des valeurs, plus ou moins explicites d'ailleurs. Il serait meilleur sans doute que toutes ces valeurs fussent explicitées, ça n'est pas complètement le cas. Elle est porteuse de valeurs. Là aussi, de manière plus ou moins explicite, toutes les valeurs qu'elle porte ne sont pas les valeurs qui la fondent. Je le fais remarquer parce qu'elle a été fondée aussi à une époque où un certain nombre de valeurs étaient prééminentes, elles ne le sont plus forcément aujourd'hui, et elle transmet des valeurs. Comment pourrait-il en être autrement? De ce point de vue-là, au sein du CSP, il n'y a pas de débat. L'école instruit, mais l'école éduque aussi à travers des connaissances, des éléments de compétences et de culture, et elle transmet des valeurs. Pour nous, ce que nous appellerons ici commodément les valeurs de la République, ou d'autres pourraient dire les valeurs de la société française, les valeurs de la démocratie sociale, peu importe, les valeurs de la République, il n'y a absolument pas de problème à l'énoncer comme ça, puisque l'école est l'école de la République. Ces valeurs, elles doivent passer prioritairement par deux instruments, deux véhicules, et je vais très vite. Le domaine 3 du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, ce domaine 3, donc, vous savez, le socle est conçu en 5 domaines qui sont susceptibles d'indexer l'ensemble des savoirs qui vont pouvoir être acquis par des élèves durant la scolarité obligatoire. Ce domaine 3 s'appelle très explicitement la formation de la personne et du citoyen. Dans ce domaine 3, il est écrit que l'école a une responsabilité particulière dans la formation de l'élève. Et nous déroulons ensuite toute une série de compétences clés et de savoirs majeurs que l'élève devra bien sûr connaître. J'y reviendrai si vous le voulez, parce qu'il serait trop long que je les énumère à ce moment, si je veux tenir dans les 2 minutes qui me restent. Ce domaine 3 est censé être construit par la contribution de toutes les disciplines. Ce domaine 3 est appuyé sur un enseignement dont je vais parler ensuite, l'enseignement moral et civique, qui est ces jours-ci en discussion en commission spécialisée puis en Conseil supérieur de l'éducation, après la consultation, Madame la Présidente, que vous avez évoquée. Mais cet enseignement moral et civique n'est pas le seul porteur des enseignements qui devraient contribuer à la consolidation des savoirs, des compétences et des éléments de culture couverts par le domaine 3. L'histoire-géographie y participe aussi. Les arts, l'éducation physique et sportive, le français, les sciences. L'idée est que l'ensemble des voies disciplinaires contribuent à ce domaine 3. Autrement, nous aurons échoué, parce que nous ne pouvons pas admettre que la transmission des valeurs de citoyenneté et de la République soit cantonnée
à un enseignement si cet enseignement fut-il de qualité. C'est l'ensemble de l'école qui doit être concerné par ça. Mais évidemment, nous avons voulu aussi centrer, après une commande ministérielle, suite à la décision de Vincent Peillon de réinstaller un enseignement moral et civique, en lieu et place de l'éducation civique ou de l'instruction civique qui existe et qui n'a pas paru suffisante. Cet enseignement moral et civique doit évidemment contribuer en première ligne à cette éducation à la personne et à la citoyenneté du domaine 3. Cet enseignement qui, là aussi, peut d'ailleurs être assuré par plusieurs professeurs de plusieurs disciplines. Et d'ailleurs, comme cet enseignement commence en cours préparatoire et se termine en lycée, dans toutes les sections de lycée, il est bien clair que, par exemple, dans les cycles 2 et 3 de l'école primaire et élémentaire, ce sont les professeurs des écoles qui vont prendre en charge cet enseignement. C'est une grande nouveauté que cet enseignement court désormais tout au long de la scolarité et pas simplement de la scolarité obligatoire. Dans cet enseignement, il y a des choses qui sont tout à fait essentielles pour nous, sur lesquelles nous avons voulu insister. Nous avons voulu définir la notion de valeur. Vous voyez, nous ne sommes pas dérobés, nous avons souhaité définir ce que sont les valeurs républicaine aujourd'hui. C'est un sujet qui évidemment, n'est pas un sujet simple. Nous les avons listés, la dignité de la personne, la liberté, l'égalité, la laïcité, la solidarité, l'esprit de justice, le respect des autres, l'absence de toute forme de discrimination. Nous avons voulu aussi fonder cet enseignement sur l'idée qu'il y avait aujourd'hui un travail à faire. Mais je crois que vous en êtes bien conscient et consciente, autrement cette commission n'existerait pas, c'est qu'il faut, pardonnez l'expression qui peut surprendre, il faut essayer de réconcilier l'individu et le citoyen. Parce que dans une certaine mesure, il y a parfois des éléments de disjonction entre l'individu et le citoyen, qui sont des éléments problématiques, évidemment, qui doivent attirer l'attention des formateurs, des pédagogues et des enseignants. Donc nous avons voulu réconcilier. Et pour ça, nous avons voulu ancrer cet enseignement, et je terminerai par là peut-être parce que c'est très important, nous avons voulu ancrer cet enseignement sur des activités pratiques. Il nous a semblé qu'un des éléments peut-être d'échec relatif des formes d'instruction civique qui avaient pu exister par le passé, c'est qu'elles étaient trop abstraites, qu'elles pouvaient prendre trop la forme d'une sorte de rappel au règlement, alors qu'il fallait plutôt concevoir un véritable enseignement, c'est-à-dire fondé sur la mise en activité des élèves, à partir éventuellement de cas concrets, de problèmes mobilisant l'expérience des élèves ou de leurs parents et leur vécu, par exemple autour des questions de démocratisation, mais aussi autour des questions de discrimination, autour des questions d'accès à la citoyenneté. Donc vous voyez, un enseignement pratique. Se pose évidemment une question, et je terminerai tout à fait par là, Madame la Présidente, se pose évidemment une question, le CSP ne fait que l'évoquer, mais elle n'est pas de son ressort, elle est du ressort de la DGESCO et de l'institution ministérielle. La question, c'est la question de la mise en œuvre concrète, effective de cet enseignement, qui nécessite, permettez-moi de le dire comme cela, que les enseignants soient outillés. Le mot outillage n'est pas péjoratif ici, que les enseignants soient outillés et accompagnés par l'institution. J'ai regardé quelques vidéos de votre commission, je sais que cette question de l'accompagnement et de la formation est revenue souvent, et évidemment, nous, CSP, dans ce domaine comme dans d'autres, nous concluons pratiquement toujours par ce constat. Sans doute y a-t-il aujourd'hui une faiblesse de l'école française en matière d'outillage des enseignants et d'accompagnement des enseignants face aux nouveautés qu'ils doivent affronter. Merci beaucoup pour cette présentation et donc je laisse la parole à notre rapporteur. Merci, Présidente, et merci, Monsieur Lusseau. Je sais le travail que vous faites, d'autant que la mission qui nous incombe aujourd'hui fait que je suis beaucoup moins présent en réalité dans le Conseil supérieur des programmes, parce que nous sommes ici toutes les semaines, du lundi au jeudi, à travailler sur cette commission d'enquête. Alors la première question, d'ailleurs, fait le lien avec ce que vous venez de dire sur le programme d'enseignement moral et civique, en tout cas sur l'apprentissage de la citoyenneté. Moi, je voudrais vous poser une question sur le fait que dans le programme justement d'enseignement moral et civique que vous avez élaboré, à aucun moment les mots nation et patrie sont absents, en tout cas sont présents, pardon. Ils sont absents. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt
essayer de promouvoir l'appartenance à une communauté nationale, un objet concret à l'instar de ce qui fait d'ailleurs dans d'autres pays étrangers? Est-ce qu'on a toujours ce problème de étymologique ou sémantique, plutôt sémantique, de parler de nation et de patrie, parce que ça nous renvoie peut-être à d'autres types de notions? Et est-ce que les futurs programmes ne devraient-ils pas faire une place plus importante à la maîtrise de la langue française et surtout à un enseignement de l'histoire tourné vers ce qu'on a entendu parfois et souvent, un récit national et fédérateur, ce qui fabrique l'identité, la nation, la patrie? C'est ma première question. Ma deuxième question, je l'en aurai d'autres après, mais je pense que mes collègues auront aussi des questions à poser. C'est comment renforcer la transmission des valeurs républicaines dans les établissements scolaires? Est-ce que ça doit être simplement le ressort de l'enseignement moral et civique et surtout s'interroger sur qui peut intervenir? Vous êtes géographe, mais qui peut intervenir dans ce type d'enseignement? Parce qu'à ce jour, ce sont souvent les professeurs ou les enseignants d'histoire qui le font. Est-ce que ça ne pourrait pas être d'autres enseignants? Deux premières questions. Merci de ces questions. Alors, pour la première de ces questions, la relation aux mots nation et patrie qui n'apparaissent effectivement pas dans le socle, d'ailleurs pas simplement dans le domaine 3 du socle, hein, mais pas du tout, et évidemment de manière consciente, hein, ça n'est pas un oubli. Deux éléments de réponse et ensuite deux éléments complémentaires qui renverront à la deuxième partie de votre question sur la langue française et sur l'histoire. Le Conseil supérieur des programmes est un conseil pluraliste, hein, qui a été constitué par le législateur avec des parlementaires, 3 sénateurs, 3 députés, 2 membres du CESE et puis 10 personnalités qualifiées qui ne sont en général pas des spécialistes de l'éducation, mais plutôt des personnalités qui ont des qualifications qui les amènent à s'intéresser aux faits éducatifs sans être des véritables spécialistes. C'est mon cas, mon domaine de spécialité d'universitaire n'est pas celui-ci. Et Agnès Buzyn, qui dirige le Centre national, Institut national contre le cancer, n'est pas non plus une spécialiste d'éducation. Donc ce pluralisme fait que, effectivement, il y a des débats qui sont parfois longs, difficiles et assez vifs concernant un certain nombre de termes. Et concernant en particulier à la fois leur sens et leurs effets de sens. Et autour des questions de nation et de patrie, il a semblé aux membres du CSP, et ça je pense qu'il a semblé à ses membres avant que je ne sois président, hein, puisque le programme de MC a été élaboré à l'époque où Alain Boissineau présidait, donc avant même que vous ne soyez membre également, il a semblé que ces mots étaient des mots importants, mais qui pouvaient aussi constituer des pièges au moment où on mettait en place un enseignement moral et civique qui se devait d'être, dans l'esprit du CSP, un enseignement justement fondé sur la pratique et un enseignement, pour le coup, d'intégration, hein, j'allais dire un enseignement d'accueil de l'ensemble des enfants dans une société qui scolarise des enfants extrêmement divers, de plus en plus variés. Vous le savez que c'est d'ailleurs un problème que nous avons dans la manière dont nous considérons l'école. C'est que trop souvent encore, nous avons tendance à ne pas objectiver cette variété d'élèves. Hein. C'est une caractéristique du système scolaire français que d'accueillir des élèves dans des situations extrêmement différentes, avec des origines très différentes, des attentes par rapport à l'école très différentes. Donc il nous a semblé que cet enseignement devait être construit autour du principe d'inclusion du plus grand nombre d'élèves, à partir de l'idée que les valeurs de la République étaient plus universelles, à tout prendre, que les valeurs de ce qui pourrait être défini comme la nation ou comme la patrie, qui était plus soumise à discussion, éventuellement plus polémique, on l'a vu au moment des débats sur l'identité française, et peut-être plus facteur d'exclusion. Alors que la République, comme son nom l'indique, était la chose publique de tous et de toutes, et que la République était l'institution d'accueil
de la société française dans sa diversité. Revenant ainsi d'ailleurs au principe même des fondateurs de l'école de la République. Hein. Je le dis à chaque fois que je passe quelque part, donc je le dis ici, il faut relire Ferdinand Buisson, hein, qui est l'inventeur de l'école républicaine. Et quand on relit Ferdinand Buisson, notamment son dictionnaire de pédagogie, mais aussi d'autres textes, on voit à quel point l'école de la République était une école hospitalière, généreuse, ouverte, et qui partait de l'idée que la vraie communauté nationale se constituait autour de la République. Mais c'est là où on revient à ce que je disais tout à l'heure sur l'histoire de cette école. Parce que cette école était conçue non pas comme l'instrument d'affirmation de la nation, mais comme l'instrument d'affirmation de la République, comme système et comme régime. Dans une période où il y avait encore des groupes politiques qui contestaient la mise en place de la République. Donc voilà, ce qui relie aussi, si vous voulez, l'EMC à une tradition qui est plus une tradition républicaine qu'une tradition nationale, si je puis dire. Cela étant, deuxième partie de la réponse qui renvoie à la deuxième partie de votre question. Les questions de nation et de patrie ne sont pas évacuées du socle et des programmes scolaires, puisqu'ils sont présents en particulier très fortement dans les programmes d'histoire et de géographie, à leur manière, de manière un peu décalée, mais notamment dans les programmes d'histoire, mais aussi dans les programmes de français, de langue et d'apprentissage du français, et ceci dès le cycle 2, avec évidemment une montée en puissance en cycle 3, puis en cycle 4, avec un programme d'histoire de la 6e à la 3e, donc fin du cycle 3 et l'ensemble du cycle 4, un programme d'histoire qui a été conçu, vous le verrez bientôt, puisqu'ils vont bientôt être publiés, comme résultant de la mise en tension, au sens très positif du terme, d'une histoire de la constitution de la France comme République, effectivement, avec des grandes étapes de ce que l'on pourra appeler un récit national, mais documenté parce que l'histoire nous dit. Donc on commence là où il faut commencer et on termine en 3e aux années 1970. Hein, on va jusqu'à globalement le départ du général de Gaulle. Hein, c'est le début des années 70, puisqu'on ne peut pas aborder la période la plus récente en histoire, en tout cas en collège, on l'aborde via la géographie d'ailleurs souvent. Et puis, donc, il y a la Révolution, l'Empire, la naissance du régime républicain, mais aussi tout un passage sur la monarchie absolue, qui a évidemment un rôle extrêmement important, mais aussi un passage sur les guerres de religion, des passages sur l'Europe au temps des Carolingiens, à la suite de la mort de Charlemagne. Donc il y a toute une suite de choses qui renvoient là aux grandes étapes de ce récit national qui est petit à petit un récit qui devient républicain, et il n'y a pas de raison de cacher quoi que ce soit. Et puis nous avons essayé d'appuyer ce programme d'histoire aussi sur des éléments d'histoire, ce qu'on appelle aujourd'hui, pardonnez le jargon, l'histoire connectée, hein, ou l'histoire globale, c'est-à-dire la mise en lien de ce qui se passe en France avec ce qui se passe en Europe et dans le monde. C'est pour ça que l'absolutisme est placé au regard de ce qui se passe en Europe et dans le monde, que les guerres de religion sont placées au regard de ce qui se passe au moment des grandes découvertes, que l'Europe carolingienne est mise au regard de ce qui se passe dans le bassin méditerranéen au moment de la constitution de l'islam, puisque ce programme d'histoire n'esquive pas les questions d'histoire religieuse. D'ailleurs, depuis très longtemps, vous le savez, l'histoire des faits religieux est enseignée en France depuis les programmes des années 50 et même avant la Seconde Guerre mondiale, mais très explicitement depuis les années 50. Par exemple, la naissance des monothéismes a toujours fait partie des programmes d'histoire. Toujours. Il n'y a pas d'exception, de façon plus ou moins différenciée, mais ça a toujours fait partie. Et cette mise en tension nous paraît importante, de même que dans les programmes de français, l'insistance sur la langue française renvoie, et sur l'apprentissage de la langue, vous verrez que ces programmes se fondent véritablement sur l'idée que l'école doit se centrer sur l'apprentissage de la langue, pour tous. Cette insistance sur la langue française se fonde à la fois sur un rappel de ses origines, en particulier grecques
et latine, surtout, puisque le grec passe aussi par le latin pour la plupart du temps en français, donc l'insistance sur ses origines, mais aussi l'insistance sur son rapport aux autres langues, puisque contrairement là aussi à une idée trop souvent reçue, le français a toujours été dans une relation d'ouverture avec les autres langues, et depuis très longtemps. Et il s'agit aussi pour nous d'une manière de consolider un peu une communauté nationale et républicaine autour du partage de quelque chose qui nous réunit tous, c'est-à-dire la langue française, hein, mais dans une conception, là encore, ouverte et dynamique de cette langue. Deuxième question, comment renforcer la transmission des valeurs républicaines? J'ai déjà un peu évoqué tout à l'heure la question de l'outillage et la question de l'accompagnement des enseignants. Je pense que cet accompagnement, je vous le dis comme je le ressens, et il ne faut pas avoir une critique envers qui que ce soit, je pense que l'accompagnement des enseignants doit être repensé. Voilà. Je crois qu'il faut que cet accompagnement soit repensé de manière à ce que, en particulier, le travail des corps d'inspection, qui d'ailleurs a déjà beaucoup évolué sur le terrain, en particulier les inspections premier degré, mais aussi les inspections du second degré. Que le travail des corps d'inspection devienne un travail différent, au sens où, lorsqu'on voit des inspections qui réussissent à dynamiser un groupe d'enseignants, eh bien, on s'aperçoit toujours que ces inspections travaillent justement dans l'accompagnement au quotidien des enseignants pour résoudre leurs problèmes, beaucoup plus que dans une perspective d'évaluation, vous voyez, périodique. Il y a véritablement quelque chose qui est très important. Enseigner est un métier qui vous expose très rapidement à la solitude. Ça veut donc dire que le travail collectif est essentiel. Non pas pour nier à l'enseignant son intégrité, sa liberté pédagogique. J'ai vu que vous avez reçu des personnes ici qui ont dit je ne vois pas pourquoi on voudrait me faire travailler en groupe, puisque ça serait nier la capacité que j'ai d'être efficace tout seul. Excusez-moi, ça ne tient pas 5 minutes comme analyse, même pas 30 secondes. Dire cela n'est pas remettre en question l'autonomie pédagogique. C'est simplement dire que l'enseignement expose à la solitude, et que cette solitude, au bout d'un moment, elle érode la capacité d'agir, quelle que soit la qualité, surtout dans une école comme la nôtre. Une école difficile. Ce métier est un métier difficile. Il n'a jamais été simple, je le crois, mais il est devenu très difficile. Donc, trouver aussi les moyens, c'est une manière de répondre à votre question, d'accompagner les enseignants, de les faire travailler en collectivité. Et puis, je dois dire aussi, et je terminerai par là, qu'il me semble qu'on sous-estime un niveau lorsqu'on réfléchit à ces questions-là, c'est le niveau de l'établissement en lui-même. Nous développons à l'Institut français d'éducation, aujourd'hui, que je préside par ailleurs, une réflexion autour de ce que l'on appelle l'établissement formateur. L'établissement en tant qu'il est lui-même un contributeur à la formation. Et c'est vrai du collège EPLE, c'est vrai du lycée EPLE, mais ça doit être vrai des écoles aujourd'hui, qui sont des EPLE peut-être un peu problématiques, notamment en raison du statut de leur direction. Il ne s'agit pas de créer une direction qui serait une direction de caporalisation, ça n'est pas cela du tout, mais au contraire, une direction de dynamisation de l'action pédagogique de tous, une direction là aussi d'accompagnement des enseignants, une direction d'ouverture aux parents. Et je crois que là aussi, pas mal de gens qui sont intervenus ont insisté sur l'importance de l'ouverture aux parents. Et je crois que l'établissement lui-même et les chefs d'établissement doivent devenir des contributeurs, et toute la collectivité pédagogique doit être impliquée. Regardez, les conseillers principaux d'éducation doivent être des acteurs de cela dans les collèges. Et puis se pose une question qui est une question difficile, nous l'avons bien vu à propos de la discussion sur les rythmes scolaires. Une question difficile. Et je n'ai pas de réponse, mais je pense qu'il faudra l'aborder. Bien sûr, l'État représente la puissance publique au premier chef. Mais ça n'est pas ici que je vais dire le contraire, au Sénat, et je pense que vous me suivrez. Les collectivités locales et les élus locaux sont aussi porteurs de l'intérêt public et de la parole publique, me semble-t-il. Donc vous voyez où je veux en venir. Comment ces niveaux locaux peuvent-ils être eux aussi des acteurs, contributeurs de cette transmission des valeurs républicaines, et pas simplement parce qu'un élu reçoit de temps en temps
et c'est très bien dans son hôtel de ville, les élèves et leur fait prendre conscience de l'importance des signes de la République. Il faut évidemment rappeler cette importance des signes de la République, mais aussi parce qu'ils deviennent de véritables intervenants, contributeurs, que les associations qui contribuent au périscolaire, que vous financez, vous élus locaux, ces acteurs-là, ils doivent pouvoir contribuer à cela, autrement on n'y comprendrait plus rien. L'éducation des enfants de la République est une chose qui concerne au premier chef l'éducation nationale, mais qui me paraît concerner aussi tous les acteurs du système éducatif. C'est un peu aussi ça que nous essayons de faire d'ailleurs au CSP. Merci. D'autres questions ou Allez-y. Oui, merci Madame la Présidente. Vous l'avez rappelé, hein, notre école a réussi sa massification, elle a insuffisamment réussi sa démocratisation, et vous avez rappelé la nécessité donc d'enseigner un certain nombre de valeurs de la République. C'était la réponse à la question de notre rapporteur. Moi, je voudrais revenir sur l'importance de la langue. Vous l'avez dit, hein, de connaître l'origine de la langue, mais plus encore que connaître l'origine de notre langue, c'est acquérir cette langue. Et est-ce que les programmes, j'allais dire, font en sorte qu'il y a suffisamment de temps pour l'acquisition de la langue, à la fois phonétique, à la fois écrit, à la fois au niveau de la grammaire et de l'orthographe? Ça me paraît essentiel si on veut que les jeunes acquièrent justement ces fondamentaux, et les acquièrent le plus tôt possible, car après, hein, c'est plus difficile à combler les retards ou les manques en la matière. Alors vous avez parlé des rôles des élus locaux. Oui, je crois qu'ils sont extrêmement importants, et que notre système éducatif, est-ce qu'il ne doit pas continuer son évolution, hein? Il faut voir d'où l'on vient. C'est vrai, c'est un système hyper centralisé où l'État était, j'allais dire, le seul à s'occuper d'éducation. Il y a eu les lois de décentralisation, et on a vu, d'ailleurs, quelles que soient les majorités des collectivités, combien ça a été important, parce que on rapproche la décision de l'action, et puis surtout, c'est pas la même méthode. Et on est rentré petit à petit dans le cadre de compétences. On est parti de compétences uniques, compétences séparées. Et est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas rentrer, hein, dans le cadre de compétences véritablement partagées, chacun restant dans son rôle, entre les acteurs de la communauté éducative, bien sûr, l'État, les enseignants, mais aussi les parents et les élus locaux. Peut-être on va prendre plusieurs questions. Marie-Annick Duchesne, et ensuite. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Directeur, ce fut une telle bonne analyse de la part du directeur des programmes que j'hésite à la formulation de ma propre question. Et du coup, je ne vais pas être d'une richesse terrible. Je vais vous rebondir sur deux mots, deux termes que vous avez dit. Vous avez dit que l'école était sous tension et qu'elle était souvent rétive à la simplification. Alors que la richesse abondait après dans votre discours, et que je me disais, comment se fait-il que les enseignants ne soient pas... On vous écoute et on a envie de transmettre tout ce que vous nous dites. Or, ce que demandent beaucoup de parents, ce que demandent beaucoup d'élus, c'est que à l'école, on puisse, et quand je pense que c'est moi qui parle ainsi, je suis un peu surprise, mais qu'ils arrivent en 6e en sachant lire, écrire, compter. Je crois qu'il n'y a rien de plus basique, il n'y a rien de plus simple. Et vous vous en approchez terriblement à chaque fois. Mais comment faire pour que, au cours préparatoire, on sorte du cours préparatoire en sachant écrire, en sachant lire, et que ça se perpétue? Voyez,
Le souci, c'est que si ça se fait, c'est oublié ensuite. Il y a donc un problème dans la simplicité. Voilà. Mais vraiment, un immense merci pour l'ancien professeur que j'étais. Monsieur Savin. Merci Madame la Présidente, Monsieur Lusseau, merci pour votre présentation. J'aurais deux questions. Vous avez parlé notamment sur les programmes d'histoire et la place qui était accordée aussi aux faits religieux dans la partie histoire, mais aujourd'hui, est-ce que c'est toujours d'actualité et est-ce qu'il ne faut pas peut-être repenser aussi la place qui doit être accordée aux faits religieux et comment comme la notion de laïcité, comme le pluralisme, mais aussi le vécu des élèves, parce que le vécu est différent selon les territoires dans lesquels ces jeunes vivent. Et tout ça, c'est au sein des différents programmes scolaires. Donc, est-ce qu'il y a une réflexion sur l'évolution que l'on connaît, et aussi bien sur la laïcité que sur l'éducation religieuse, que sur les faits religieux, que sur le vécu et des élèves. Deuxième question, vous avez parlé d'accompagnement des enseignants qui doit être repensé. Pensez-vous que la formation aujourd'hui initiale et continue des enseignants, de s'approprier correctement le programme d'enseignement moral et civique est pertinente ou pas, ou est-ce qu'il faut accès à un travail spécifique sur cette formation des enseignants? Et un dernier mot, je crois que Jacques Grosperrin voulait rebondir sur... Oui, merci Présidente. Oui, je crois que les faits religieux, c'est aussi une bonne question. C'était ma troisième question. Donc, je suis ravi que Michel Savin l'ait prolongé. Parce que c'est vrai qu'on les rencontre dans les programmes de français, d'histoire géo. Est-ce que cet enseignement paraît satisfaisant? Donc, c'était une bonne question de mon collègue Savin. Et ma dernière question, pensez-vous, vous avez déclaré il y a peu de temps qu'il fallait inventer une laïcité ouverte, compréhensive, apaisante et offensive. Qu'entendez-vous simplement par là et comment ça peut se traduire dans les futurs programmes d'enseignement? D'y répondre, évidemment, dans le temps qui m'est imparti. Je crois qu'il nous reste une grosse dizaine de minutes ou un petit quart d'heure. Oui, 10h45. Parce que les questions que vous posez sont évidemment des questions complexes. Je vais essayer d'y répondre. Pour certaines, d'ailleurs, en me dégageant de la responsabilité de président du CSP, je vous dirai si pour certaines, je réponds à titre personnel et pas en tant que président du Conseil, parce que je préfère ne pas engager le Conseil sur un certain nombre d'éléments de réponse qui renvoient plutôt à ma propre analyse, donc qui vaut ce qu'elle vaut. Vous avez évoqué, monsieur le sénateur, la question massification, démocratisation. Juste un mot, là, peut-être plus de géographe qu'autre chose, travaillant sur les questions d'inégalité territoriale. Aussi bizarre que ça puisse paraître, je partage votre point de vue. Nous avons massifié plus que démocratisé. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas posé la question, mais qu'est-ce que c'est qu'une école juste dans une société démocratique? En fait, cette question-là, qui peut y répondre? Et comment la rendre juste si elle ne l'est pas? Comment y parvenir? Mais même tout simplement, qu'est-ce que cela veut dire? C'est une question redoutable. Moi, je la pose benoîtement à tous les gens que je croise, y compris des gens très intéressants dans leur critique. J'ai beaucoup discuté avec François Dubé, qui est un très bon spécialiste dont on peut critiquer les positions, mais on ne peut pas dire qu'il ne travaille pas convenablement et depuis des décennies sur cette question. Mais je dis, mais au fait, soit, mais c'est quoi? Ça serait quoi une école juste? Je ne dis pas ça par ironie ou par méchanceté ou pour dire que c'est un moulin à vent qu'on aurait besoin de ne plus charger. Non, je dis que c'est un objet central du débat public et politique. Cette question doit toujours être reprise parce que d'ailleurs la réponse n'est peut-être pas la même aujourd'hui qu'en 1975. Si nous ne posons pas et nous n'essayons pas de répondre à cette question, alors on massifiera et on vivra d'expédients. Certains bons analystes font remarquer que l'évolution du baccalauréat est un peu marquée par cela. Aujourd'hui, le niveau d'obtention d'une classe d'âge d'un baccalauréat est très élevé, mais on note trop peu
que le taux de bacheliers généraux, lui, stagne à la baisse depuis 20 ans. Ce qui ne discrédite pas les autres. Bien au contraire, moi je suis un farouche partisan des bacs pro et des bacs techno, que j'ai toujours défendu, mais ça veut dire que ça doit nous poser toute une série de questions sur ce que sont aujourd'hui un certain nombre de filières, ce qu'elles produisent, de même que regarder les récentes études sur la valeur ajoutée des lycées qui viennent d'être publiées hier par l'ADEPE sont très intéressantes quand elles voient comment certains lycées généraux de centre-ville voient leur valeur ajoutée devenir négative. Ce sont des choses qui doivent nous interroger. Voilà, qu'est-ce que c'est qu'une école efficace? Qu'est-ce que c'est qu'une école juste? Qu'est-ce que c'est qu'une école inclusive? Ce sont des questions. Est-ce que l'école doit transmettre des savoirs ou former à des métiers? Ce sont des questions qu'on a raison de se poser, mais on n'a pas raison d'arrêter les réponses une bonne fois pour toutes parce qu'à mon sens, elles changent tout le temps. Et c'est pour ça que, pour moi, la question scolaire doit être au cœur du débat politique, au cœur du débat public. C'est pour ça que j'ai accepté cette responsabilité de président du CSP, parce qu'il me semble que même la question des contenus d'enseignement n'est pas une question technique, c'est une question fondamentalement politique, parce que à travers les formes scolaires et les contenus d'enseignement, c'est aussi une certaine image de l'école de la République qu'on poursuit, et il est normal que cette image soit débattue, et je vais même vous dire, il est normal que nous n'ayons pas tous la même idée là-dessus. Ça serait le contraire qui serait inquiétant. L'importance de la langue, oui, oui et oui. L'importance des enseignements centraux, fondamentaux, comme on voudra les appeler, la lecture, l'écriture, la numération, compter si vous préférez, mais aussi des opérations mathématiques élémentaires, pas simplement compter, mais aussi la maîtrise d'opérations mathématiques élémentaires, plus quelques savoirs fondamentaux dans le domaine du repérage dans le temps et dans l'espace, dans le domaine du rapport à soi et du rapport aux autres. Que finalement, la citoyenneté, ça s'enracine d'abord dans la capacité du jeune enfant à se comprendre lui-même et à comprendre sa relation aux autres et sa relation aux règles. Voilà quelques fondamentaux autour desquels nous avons construit les cycles 2 et les cycles 3. Et vous verrez à la parution du cycle 2 que la partie enseignement du français, enseignement de la langue française, écrite, orale, parce que nous avons aussi constaté que depuis quelques années, plus de 20 ans, pour toute une série de raisons, de bonnes raisons d'ailleurs, souvent, il n'y a pas de volonté de mal faire, mais les enfants s'exercent de moins en moins à l'oral. Ils parlent beaucoup, certains diront même qu'ils parlent un peu trop, mais ils s'exercent de moins en moins à l'activité orale. Or, vous le savez, l'oral est une activité codée, régulée, qu'on doit maîtriser. Cette maîtrise-là, si elle fait défaut, eh bien c'est problématique pour son insertion dans la vie de tous les jours. Ce n'est pas simplement une question de vocabulaire et de maîtrise du vocabulaire. Là aussi, j'ai entendu quelqu'un qui disait plus on a de vocabulaire, plus on échappe à la violence. Il y a malheureusement tellement de contre-exemples que je serais prudent. Je vous rappelle qu'une bonne partie des tortionnaires nazis avaient un très haut niveau de culture et un vocabulaire d'une extrême richesse. Martin Heidegger a été le théoricien qu'on sait avec un vocabulaire d'une richesse inouïe. Ça ne l'a pas empêché de développer des idées tout à fait problématiques par rapport aux Juifs. Voilà, donc le vocabulaire ne protège de rien. Mais on peut penser que la capacité d'expression, en tout cas, est nécessaire pour éventuellement éviter de sombrer dans des ornières. Et ça, c'est important. Donc, ça, c'est une réponse. Vous verrez, l'activité de maîtrise du français est au cœur des programmes de cycle 2 et cycle 3. Elle est beaucoup plus importante que le reste. Nous avons fait le choix d'y consacrer plus de pages dans les programmes de cycle. Comme nous avions fait le choix dans le programme de cycle 1, qui n'est pas un programme de scolarité obligatoire, qui a son intégrité, qui est avec des enfants très petits, donc c'est compliqué. On sait que les enfants de 3 à 5 ans peuvent accéder à certaines préconnaissances, mais pas à d'autres, qu'il ne faut pas d'ailleurs vouloir leur faire apprendre trop tôt un certain nombre de choses, parce qu'apprendre trop tôt, c'est apprendre mal. Pour beaucoup d'élèves, il y a des élèves qui sont capables de lire à 5 ans. Mais comme dirait l'autre, c'est comme les poissons volants, ça existe, mais ce n'est pas l'espèce la plus courante. Donc, ceux-là, il faut leur laisser la possibilité. Il faut leur laisser la possibilité d'apprendre, mais il ne faut pas en faire la règle pour les autres. Dès le cycle 1, nous avons insisté sur la conscience phonologique, le lien phonème-graphème. Vous pouvez le prendre d'ailleurs dans les deux sens. Vous pouvez commencer par le graphème, aller vers le phonème, commencer par le phonème, aller vers le graphème. Ça marche dans les deux sens. Mais il faut que ça soit fait. Il faut que la connexion soit faite.
Il faut passer par l'écrit. On sait aujourd'hui que l'écrit est très important, la graphie est très importante. Ce qui fait que le CSP est très prudent par rapport au développement du numérique en cycle 2. Voilà. Je pense qu'il faut faire écrire les élèves. J'allais dire à l'ancienne, pardonnez-moi. D'ailleurs, cette expression est idiote parce que écrire, c'est écrire. Il faut faire écrire les élèves. Voilà. Il faut les confronter à la graphie parce que cognitivement, aujourd'hui en tout cas, il semble que ça présente des aspects. Et il faut maintenir ces apprentissages tout au long des cycles. L'intérêt des cycles, c'est que ça permet aussi de faire en sorte qu'un élève qui n'a pas maîtrisé à la fin du CP quelque chose puisse le maîtriser en CE1 ou le maîtriser en CE2. Et que nous puissions travailler l'apprentissage de la langue dans la continuité des 4 cycles de la scolarité, 3, le premier non obligatoire et les 3 autres obligatoires. Parce que un des vrais problèmes de notre école, mesdames et messieurs les sénateurs, ce n'est pas seulement, et ce n'est pas principalement que les élèves n'apprennent pas à lire, à écrire, à compter, parce que beaucoup d'entre eux apprennent convenablement, mais c'est qu'un certain nombre oublient. Voilà. C'est qu'un certain nombre perdent la maîtrise. Parce que les apprentissages ne sont pas suffisamment continus. Donc nous avons voulu, nous, dans les programmes de cycle, harmoniser, continuiser, pardonnez-moi le mot, les objectifs d'apprentissage. Ça veut dire qu'il y a des retours permanents, ce qu'on appelle des progressions spiralaires, des retours permanents sur un certain nombre de choses. Mais nous le savons bien, on n'en a jamais fini avec la lecture et l'écriture. Dans une certaine mesure, on n'arrête jamais d'apprendre à lire et à écrire. Quand on débute un métier de parlementaire ou de président du CSP, on remet sur l'établi sa capacité à lire et à écrire et on apprend autre chose. C'est cette disposition-là qu'il faut créer chez les élèves. Ça, c'est vraiment le cœur du projet du CSP. Et puis petit à petit, les élèves acquièrent autre chose, des éléments de connaissance plus disciplinaires. Bon, après, reste encore une fois la question de la mise en œuvre de cela. Et je me bascule vers la dernière question, puis je reviendrai ensuite sur le fait religieux et sur un certain nombre d'autres choses. Formation initiale et continue, c'est décisif. Est-ce aujourd'hui satisfaisant? Qui pourrait le dire? Qui pourrait l'affirmer? Bien sûr que non. Pour une raison simple, c'est que la formation initiale, elle est à réinventer, elle est à reconstituer. Les SP sont en œuvre. C'est difficile. Il est normal que ça soit difficile parce que c'est un métier très compliqué. Je trouve, moi personnellement, je vous le dis comme cela en tant qu'ancien président d'université, ça ne me dérange pas de le dire parce que je me suis souvent exprimé auprès de mes anciens collègues et je leur ai dit ce que je pensais. Je trouve que les universités n'ont pas suffisamment pris en compte l'importance de ce chantier. Voilà. Je le dis comme je le crois. Je pense qu'on met moins d'énergie aujourd'hui dans la formation des enseignants que dans la formation des ingénieurs ou la formation des médecins, et c'est dommage. Je ne dis pas qu'il faut en mettre moins dans la formation des médecins et des ingénieurs, mais je dirais qu'il faut en mettre autant dans la formation des enseignants, parce que c'est fondamental. Et ce métier aujourd'hui s'apprend. Alors peut-être qu'il y a 100 ans, il suffisait de maîtriser son savoir pour être devant des élèves qui étaient d'ailleurs très peu nombreux, surtout de lycée, et à qui on pouvait donner le savoir dans le cadre d'un enseignement magistral qui était pleinement accepté par tous. Mais enfin, ça s'est rapidement dégradé quand même, parce que même nous avons des souvenirs, n'étant pas de la génération de Ferdinand Buisson, nous avons des souvenirs d'enseignements magistraux que nous commencions quand même à contester un peu, me semble-t-il. Eh bien aujourd'hui, ça n'est plus possible, et j'en suis désolé pour Alain Finkielkraut, aujourd'hui, ça s'apprend d'être enseignant. Et c'est nécessaire que ça s'apprenne. Dire le contraire, c'est s'interdire de réfléchir à la manière dont l'école de la République transmet les connaissances, les compétences, les éléments de culture et les valeurs. Donc la formation des enseignants, c'est central. Et aujourd'hui, il faut bien le dire, nous avons encore beaucoup de projets à faire. Et c'est une grande cause collective. Et les universités doivent s'impliquer plus qu'elles ne le font. Deuxième terrain, alors là, un champ de ruines, la formation continue des enseignants. Cette formation continue des enseignants n'est pas à la hauteur des enjeux. Alors là, tout à fait à titre personnel, pardonnez-moi, je vais encore me faire quelques ennemis, là, c'est pas du tout le CSP. À titre personnel, moi, je suis pour que la formation continue soit obligatoire. Voilà, je le dis comme je le ressens. Les médecins, finalement, sont obligés de se former. Je pense qu'on pourrait trouver des cadres de formation continue qui soient des cadres dynamiques, stimulants et qui, en même temps, accompagnent réellement les enseignants.
2 derniers points. Le fait religieux. Oui, c'est essentiel. On ne doit pas se dérober par rapport à ça. D'ailleurs, l'école de la République ne s'est jamais dérobée par rapport à cette question-là. L'école était laïque. Elle pouvait être anticléricale par certains de ses promoteurs, pour des raisons qui renvoient au fait que l'école était une école républicaine de combat contre l'école religieuse et l'emprise qu'elle avait sur les esprits. Rappelons-nous cela, je l'ai déjà dit, mais l'école n'était pas anti-religieuse. La laïcité, ce n'est pas l'opposition à la religion. Donc l'école était persuadée qu'elle devait aborder ça. Donc depuis le début, cette question des faits religieux est prise en compte. Claude Lelièvre, un très grand historien de cette question, a bien montré que ce qu'il appelle l'enseignement laïque du fait religieux est un enseignement qui a toujours compté et qui doit continuer de compter. Et nous l'avons abordé en CSP. La laïcité, d'ailleurs, intervient souvent dans nos programmes, parce que pour faire un enseignement du fait religieux dans une école laïque, il faut d'abord comprendre la laïcité et ses valeurs. Et je reviendrai. Laïcité ouverte, pourquoi? Offensive, pourquoi? Parce que pour moi, la laïcité n'est pas un règlement. La laïcité, c'est une projection, c'est un projet, c'est une conquête. La laïcité, c'est la définition d'un espace neutre du religieux qui permet à chacun d'exprimer ses convictions quand il le souhaite, dans la sûreté de cet espace laïque, mais avec la protection aussi des autres que cet espace laïque permet. Donc quand je dis une laïcité d'ouverture, ça n'est pas pour remettre en question la laïcité, c'est pour qu'on la considère non pas de manière défensive, comme je le trouve trop souvent, moi je rencontre trop de gens qui ont une conception défensive de la laïcité, mais au contraire une conception offensive. Et une conception offensive, ça n'est pas une conception de la laïcité qui dénie aux religions le droit d'exister. Les religions aujourd'hui ont un rôle fondamental dans l'organisation des sociétés. Mais une conception offensive, c'est une conception qui montre aux religions que la laïcité n'est pas leur ennemi, mais que la laïcité est une condition d'exercice de la citoyenneté dans la République et qu'il faut bien le comprendre et bien l'accepter. Cet enseignement du fait religieux, il est présent en EMC, il est présent en histoire-géographie, vous le verrez, il est présent en français. Il peut être présent aussi par d'autres voies, en éducation physique et sportive, par exemple, quand il s'agit d'expliquer que, en raison même de la laïcité, un certain nombre d'activités physiques sont ouvertes à tout, et à tout le monde, filles ou garçons, et qu'il n'y a pas de raison qu'il en soit autrement. C'est ça aussi une laïcité offensive. D'ailleurs, il faudrait peut-être travailler avec un certain nombre de médecins qui donnent des certificats médicaux pour qu'un certain nombre de jeunes filles ne participent pas à l'éducation physique et sportive. Pardonnez-moi de le dire à titre personnel, et de manière peut-être un peu directe, parce que je trouve qu'il y a quand même là quelque chose de problématique. Donc voilà, il y a une relation au fait religieux qui doit être affrontée, assumée, comme je l'avais dit dans la même interview que vous citez. Je pense d'ailleurs que l'EMC, l'école, doit s'interroger sur la question de la croyance. Qu'est-ce que croire? La relation entre croyance et raison. La relation entre la vérité religieuse et la vérité d'un autre ordre, vérité scientifique. Sans, encore une fois, vouloir offenser qui que ce soit dans ses convictions. Comme il faut d'ailleurs que l'école, et nous le faisons à travers l'EMC, soit sensible au phénomène d'emprise mentale, au phénomène de dérive sectaire. Nous avons aujourd'hui des jeunes qui souffrent de cette emprise mentale. Il faut les sensibiliser. Donc, je pense qu'il y a un vrai programme de travail. Et là, encore une fois, ouvert et offensif, mais pas agressif et défensif. Parce que je pense que la laïcité n'a pas besoin d'être agressive et défensive, parce qu'elle est un des socles communs de la République. Enfin, dernier point sur les compétences partagées, et je m'arrête puisqu'il est 11h. Là aussi, à titre personnel, pas du CSP, du personnel, depuis longtemps, je suis favorable à une véritable décentralisation de l'éducation nationale. Je pense que les collectivités territoriales sont porteuses de la parole publique. Je pense qu'on pourrait aller beaucoup plus loin. Je crois d'ailleurs que la réforme sur les rythmes scolaires a été une occasion manquée pour le faire. Je le dis là aussi à titre personnel, parce qu'il y a encore à l'évidence une question difficile à aborder. On le voit quand on rencontre certaines organisations syndicales. C'est la question de savoir quelles sont les contributions d'autres acteurs que les enseignants à l'éducation et à l'enseignement des enfants de cette République. Et je pense que c'est une question là aussi que nous devons aborder, parce que c'est peut-être une des questions qui nous permettra de répondre à la question « qu'est-ce qu'une école juste ?» Oui, bien sûr. Merci pour cette conclusion, qui est une question. On pourrait repartir sur un débat. Qu'est-ce qu'une école juste? Mais on ne va pas reboucler. Donc, merci. Et on essaiera de trouver aussi cette réponse avec d'autres interlocuteurs. Merci à vous. Merci à vous.